Toujours un plaisir de vous retrouver pour votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Aujourd'hui, on s'intéresse au Niger. Il y a quelques semaines, le Niger annonçait officiellement l'ouverture de ses frontières avec le Nigeria. Les sanctions de la CEDEAO ont été partiellement levées, mais le pays est encore fragilisé sur certains points. Le Niger à l'épreuve des sanctions de la CEDEAO, mais aussi le Niger en plein redressement. Décryptage des récents événements avec nos invités du jour. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Smauro. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, d'être là et aussi au service de nos téléspectateurs. Et bien entendu, aussi heureux de me retrouver en face de mon cher ami consultant, M. Kwadjo. Justement, avec nous en studio, Alain Kwadjo, consultant en développement. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, M. Stéphane Smauro. C'est un plaisir d'être sur ce plateau de télévision. Je tiens à saluer M. Sadia Zouzou pour sa présence. Alors messieurs, on parle du Niger. On a vu que récemment, les autorités du Niger ont décidé de rouvrir les frontières avec le Nigeria. Les autorités du Nigeria aussi avaient entamé la démarche, réouverture des frontières du Nigeria avec le Niger. Vous, comment est-ce que vous avez accueilli ces réactions? Est-ce que vous pensez qu'on part véritablement vers un allègement ou c'est stratégique, ces réouvertures de frontières? Bon, ces réouvertures de frontières sont... moi, je pense que ce sont des actes, ou bien c'est un acte qui est tout à fait logique dans un contexte de dépendance et d'interdépendance entre les économies des pays. Il faut dire que le pays, le Niger, était membre de la CEDEAO. Et la CEDEAO est une organisation dont l'objectif est toujours de favoriser l'intégration économique des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, quand on parle d'intégration, il faut dire que la CEDEAO est l'une des organisations sous-régionales, en tout cas à travers le monde et en Afrique de façon particulière, qui véritablement marche comme on le dit. Et donc, je pense que la raison a très certainement pu gagner les uns et les autres, eu égard aussi aux enjeux cachés, en tout cas de ce qui se déroule aujourd'hui au niveau du Sahel. Donc, à mon avis, je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux sont colossaux, ils sont de plusieurs ordres et la raison très certainement a pu gagner les uns et les autres au eu égard à la configuration géopolitique en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Alors, M. Alain Kwadjo, vous, comment vous appréciez, comment vous lisez cette situation actuellement? Merci, M. Stéphane. Moi, je pense que la réouverture de ces frontières, elle est pertinente, elle est d'actualité et elle va favoriser la nouvelle dynamique des échanges commerciaux. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte de dépendance et d'interdépendance. Et vous voyez, le Niger et le Nigeria ont pratiquement 1600 km de frontières. Le Nigeria est le 4e fournisseur du Niger. Le Nigeria fournit 80% de l'énergie du Nigeria. Et vice-versa, le Niger fournit de la bétail, des produits agricoles, des produits alimentaires pour le bétail. Donc on voit que cette situation de sanctions a fragilisé ces deux économies vice-versa, dans l'un sens comme dans l'autre sens. Et je pense qu'elle est bienvenue, au-delà des intérêts politiques, au-delà des réalités politiques qui ont précédé la prise de ces sanctions. Moi je pense que l'ouverture de ces frontières est à saluer et elle est vitale pour la dynamique économique de ces deux États. Mais est-ce que, au-delà de l'aspect économique, c'est vrai, c'est important, mais est-ce que ce n'est pas un signal politique que le Niger donne? Parce qu'on a vu le Niger et le Nigeria rouvrent leurs frontières, on a vu le Bénin qui a décidé de rouvrir ses frontières avec le Niger, mais jusque-là, le Niger est toujours fermé par rapport au Bénin. Pourquoi est-ce que le Niger ne rouvre pas ses frontières aussi avec le Bénin? Bon, c'est une question peut-être qui pourrait relever de la stratégie de l'État du Niger. Il est important de noter que lorsque les sanctions ont été levées, les frontières n'ont pas été réouvertes automatiquement. Il y a eu certains mécanismes qui ont été revus. Tout à l'heure, il y a évoqué le linéaire de 1600 km de frontières entre le Niger et le Nigeria. Donc pour réouvrir cette frontière, il va d'abord falloir s'assurer de la réalité sécuritaire, de la qualité des échanges. Quand on connaît le contexte politique qui a prévalu depuis un moment, depuis l'arrivée du général Tchiani au pouvoir. Donc pour toutes ces questions, je pense que par des mesures de précaution, l'État du Niger a voulu ouvrir ses frontières avec ses États voisins de façon progressive. Sinon, dans la réalité, les frontières avec le Burkina et le Niger et le Mali, qui sont les pays frontaliers du Niger, n'ont jamais été fermés au regard du contexte de l'AES, au regard du contexte global dans lequel ces trois États se situaient. Mais à contrario, les frontières avec le Nigeria et le Bénin ont été fermées, réouvertes plus tard. Mais pourquoi cette réouverture s'est faite de façon, je veux dire, graduelle, de façon crescendo?
elle pourrait certainement relever d'une question de stratégie sécuritaire. Oui, je voulais aussi ajouter que, effectivement, ce dont il est question ici, c'est la présence de ce qu'on peut appeler les acteurs réels. Parce que lorsque vous regardez, par exemple, sur l'échiquier des relations politiques et aussi au niveau de la géopolitique et au niveau de la géostratégie, vous voyez que le reproche fondamental qui est fait par les pays de l'AES et particulièrement le Niger reproche aux décideurs de la CEDEAO d'avoir pris des décisions sous l'inspiration de certains acteurs extérieurs non régionaux, c'est-à-dire notamment au niveau de la France. Et je pense que c'est cette volonté-là, en tout cas, de se protéger peut-être contre les menaces, que ces décisions-là sont prises, je vais dire, de façon circonstancielle. Les intérêts au niveau entre le Niger et le Nigeria sont très importants. Figurez-vous par exemple que je vais dire la valeur marchande des échanges entre le Nigeria et le Niger, c'est 95 milliards de dollars de marchandises qui sont exportées du Nigeria vers le Niger, et environ avec du Niger vers le Nigeria, c'est environ 50 milliards de francs CFA. En plus de cela, mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, il y a plus d'1 million, plutôt 1600 km qui séparent les deux pays. Il y a aussi l'histoire, les populations sont imbriquées les unes dans les autres, et le commerce transfrontalier aussi est très très dynamique. Et je veux dire que cette fermeture avait véritablement impacté le commerce régional qui est très très dynamique. Si on prend l'aspect sociologique, vous devez vous rendre compte que nous avons des amis qui sont au Nigeria. Vous savez que la plupart des grands chefs militaires dans l'armée nigériane sont d'origine Haoussa. Et les Haoussa sont de part et d'autre, aussi bien au Niger et je vais dire aussi au Nigeria. Donc c'était vraiment quelque chose de très très difficile pour le Nigeria de se trouver dans cette situation-là aujourd'hui. Donc je vais dire que quand nous avons parlé tout à l'heure d'interdépendance, vous avez vu que ces pays, effectivement, au niveau de l'AES et de la CEDEAO sont très très interdépendants. Le cas du Bénin est un cas un peu spécifique parce que le Niger, le Bénin et le Nigeria, c'était les deux pays qui servaient de port de transbordement pour les produits alimentaires aussi au niveau du Bénin, au niveau du Niger. Ben, il se trouve que je pense que la virulence avec laquelle le président Talon a défendu le projet d'invasion militaire au niveau de la CEDEAO a mené les dirigeants, nigériens à prendre des mesures pour pouvoir se protéger contre ces menaces-là. Mais justement, sur la question de ces menaces, quand on sait que c'est le Nigeria, le président du Nigeria, qui était quand même le porteur de cette volonté de force armée pour résoudre le conflit au Niger, aujourd'hui, normalement, c'est contre le Nigeria. Excusez-moi que le Niger devait être le plus fermé, mais là, on voit cette ouverture face au Nigeria et une fermeture face au Bénin. Ouais, cette analyse peut être vue on peut apporter une réponse sur l'analyse géopolitique. On sait très bien que le Nigeria, le Bénin par exemple, est un pays d'expression francophone et la puissance coloniale française qui est suspectée d'être derrière les manœuvres de la CEDEAO. Les autorités nigériennes craignent, véritablement d'être attaquées, par exemple en utilisant un pays comme le Bénin qui fait frontière. Et cela, vous pouvez le constater aussi. On peut expliquer cela aussi par le départ mouvementé de l'ambassadeur de France au Niger, qui a connu des moments difficiles. Donc vous voyez qu'il y a eu des ruptures de relations diplomatiques aujourd'hui entre le Niger et la France, de sorte qu'aujourd'hui c'est très 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 difficile pour un Français de rentrer, même avec un visa pour entrer au Niger, c'est véritablement difficile et vice versa, donc les deux se renvoient la balle. Je veux dire qu'il y a une certaine méfiance en tout cas des autorités militaire au Niger vis-à-vis du Bénin, et c'est ce que le Bénin paye cash aujourd'hui sur le plan économique, parce que vous savez savoir que en très grande partie
le Niger faisait vivre en très grande partie le Bénin à travers les recettes au niveau du port de Cotonou. Voilà. Alors justement, permettez-moi de poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde ces décrispations, ces évolutions, est-ce qu'on part véritablement vers un rétablissement, on va dire, des normalisations entre les relations Niger-CEDEAO à travers cette ouverture du Nigeria? Bon, dit que cette ouverture des frontières bascule directement vers la normalisation des relations entre le Niger et la CEDEAO. Dit que oui, serait peut-être très, très actif pour ma part, dans la mesure où il y a la problématique de l'AES. L'AES a été constituée, l'AES est en train de faire son bon nombre de chemins. Et l'AES sera-t-elle une organisation sous-régionale à part entière, avec une monnaie, avec des frontières bien définies, avec des accords de libre-échange bien définis? Si tel est le cas, quelle sera la relation entre l'AES et la CEDEAO? Quelles seront les relations économiques et commerciales entre les pays membres de l'AES et les pays membres de la CEDEAO? Je pense que c'est la définition de toutes ces questions qui pourra permettre de répondre avec efficacité à la présente question que vous avez posée en ce qui concerne les relations entre le Niger et les autres pays de la CEDEAO. Je pense que c'est le premier point à régler. Maintenant, le deuxième point à régler, il y a aussi la question sécuritaire. N'oublions pas que les questions de terrorisme, les questions de défis sécuritaires se posent avec beaucoup plus d'acuité. Il faut régler ces questions. Est-ce que dans la nouvelle dynamique économique qui est en train d'être mise en place, les questions sécuritaires sont prises en compte? On a vu dernièrement, pendant près de 7 mois, les sanctions ont pesé sur le Niger. Mais en temps, le Niger a pu trouver des stratégies d'approvisionnement d'électricité, par exemple. Est-ce que la réouverture des frontières va redéfinir cette situation, cette stratégie en matière d'électricité, en matière d'énergie? C'est autant de questions qu'il faut résoudre. Et je pense que le temps nous permettra d'avoir une lisibilité. Justement, parlons de cette question d'énergie. On sait quand même que le Niger, une grande partie du Niger est restée fortement perturbée en manque d'énergie, justement. Est-ce que ce n'est pas ce poids politique ou économique, ce manque qui justifie aujourd'hui le fait que le Niger ouvre ses frontières avec le Nigeria, parce que le Niger a besoin de toute cette batterie énergétique? Ce que vous dites est très clair, c'est factuel. Quand vous êtes un pays et que votre énergie est fournie à 80% d'un pays voisin, vous avez automatiquement des raisons d'être en connexion directe avec ce pays-là. On connaît tous le rôle de l'énergie dans le développement socio-économique d'un pays. Sans énergie, il n'y a pas d'économie. Parce qu'en réalité, l'économie n'est rien d'autre que la transformation de l'énergie pour en produire des biens et des services pour la distribution. Donc, c'est tout à fait normal que le Niger ouvre systématiquement ses frontières avec le Nigeria, dans une dynamique de préservation des entités économiques. Maintenant, bon, en ce qui concerne les autres raisons, je pense qu'elles sont encore au stade d'analyse géostratégique et géopolitique. Parce qu'il ne faudrait pas se voiler la face. Aujourd'hui, l'épineuse question au sein de la CEDEAO sont les questions politiques. Et ces questions politiques ont du mal à être résolues. Raison pour laquelle la CEDEAO a tendance à fléchir sur certaines questions d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre social. Alors là, on va vers la normalisation. Et de toutes les façons, en matière de stratégie, quand on quitte la logique d'affrontement, à un certain moment maintenant, on va vers la logique de la coopération. Et je pense que c'est vers cela qu'on va. Cette confrontation, cette tension ont permis en tout cas de montrer les vulnérabilités des uns et des autres, ce que je peux dire. C'est pour sur ce que mon collègue et mon co-débatteur a dit tout à l'heure, il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu un accord tacite entre la production de l'électricité entre les deux pays, c'est-à-dire le Niger et le Nigeria. Vous savez qu'à l'origine, le Niger avait voulu construire un barrage sur le fleuve Niger que les deux pays partagent. Et la construction de ce barrage-là par Niamey aurait pu avoir des répercussions, en tout cas environnementales, sur le Nigeria, notamment en ce qui concerne la distribution de l'eau et de la distribution, en tout cas en matière de ressources hydriques. Donc je pense que c'est pas entre les deux gouvernements se sont entendus pour que effectivement le barrage puisse être construit au Nigeria, et puis en contrepartie le Nigeria devrait revendre cette électricité-là au Niger. Mais vous avez vu avec les sanctions, à la faveur des sanctions de la CEDEAO,
je pense que des réflexions sont en train d'être menées au Niger pour voir s'il ne faut pas réactiver ces projets de construction des barrages hydroélectriques qui avaient été mis en veilleuse en raison des accords qui avaient été conclus entre le Nigeria et le Niger. Et je pense, à mon avis, qu'il y a des raisons, il y a la raison d'État qui peut amener le changement de certaines positions. Donc pour moi, il y a une normalisation, mais la CEDEAO, les rapports entre les pays de la CEDEAO notamment et les pays de l'AES ne seront plus jamais comme ils ont été par le passé. Peut-être que ce ne seront plus des relations innocentes. Et les uns et les autres ont compris aujourd'hui les périls auxquels ils peuvent être exposés. Les uns qu'on considérait comme faibles hier ont aujourd'hui pu avoir maintenant la force ils ont pu comprendre aujourd'hui qu'ils sont très importants. On avait parlé des pays très très pauvres, notamment chaque fois qu'on parlait du Niger dans les médias internationaux et de ces 3 pays, on parlait des pays très très pauvres, mais ils se sont rendus compte aujourd'hui qu'ils ne sont pas aussi pauvres que cela, et ils ont réussi à faire plier la grande puissance colonisatrice française. Et aussi aujourd'hui, ils sont encore, ils ont demandé tout récemment à la base militaire américaine de quitter le pays. Et cela est fait parce qu'il y a eu un changement, dans la configuration géopolitique et géostratégique internationale. Ces pays-là ont compris aujourd'hui que pour pouvoir exister dans les relations internationales, lorsque vous avez beaucoup de ressources, il faut se mettre sous un parapluie. C'est-à-dire, lorsque vous êtes faible, vous devez vous mettre sous un parapluie. Et il y a 2 parapluies. Il y a le parapluie occidental, qui est coiffé par les États-Unis et puis les pays occidentaux. Et il y a le parapluie russe qui est dirigé par la Russie, la Chine et la Turquie. Et ces deux puissances-là détiennent l'arme atomique, qui sont les armes de dissuasion. Donc ces pays africains et dirigés par des pouvoirs militaires ont compris aujourd'hui que lorsque vous avez des ressources stratégiques, comme c'est le cas aujourd'hui au Sahel, vous devez forcément vous mettre sous le parapluie de l'une de ces puissances-là. Vous avez utilisé le thème de parapluie. Oui. Alors ma question c'était de savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi d'un côté le parapluie de la foi, ou ce que moi j'appelle la diplomatie de la foi? Parce que les frontières ont été ouvertes dans la période du Ramadan, du mois de Carême. On sait le Niger fortement islamique, on sait le Nigeria aussi fortement islamique. Et rappelons-nous qu'il y a quelques mois, il y a eu le sommet Afrique-Arabie, où on a vu en tout cas l'importance ou l'influence de la diplomatie islamique sur ces 2 pays. Est-ce qu'il n'y a pas ce lien-là aussi qui joue dans ces nouveaux accords? Oui, ce lien est capital, parce qu'il est important de noter que la religion joue un rôle moteur dans nos États. Cela relève d'une question humanitaire, parce que le mois de jeûne vient à peine de s'achever, mais durant la période de jeûne, il y a les attitudes alimentaires qui sont variées, il y a une certaine dynamique des activités économiques. Et le mois de jeûne chez nos frères musulmans demande encore plus de ressources financières en termes de partage. Et si 2 pays qui font frontière ont des échanges commerciaux et que l'essentiel de ces échanges se font entre des communautés islamiques, il était important pour ces États-là de rouvrir les frontières de facto dès l'entame du mois de jeûne. Mais je vais rebondir sur un fait rapidement, je vais renchérir ce qu'il a dit. Je pense que cette nouvelle configuration de l'espace politique ou géostratégique qu'on voit au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec l'AES, avec l'association au Niger, pourrait être une opportunité pour les BRICS de pouvoir posséder de nouveaux marchés, de pouvoir proposer de nouvelles alternatives économiques et financières au Niger. Parce qu'il est important de noter que l'avènement des BRICS avec le Brésil, la Russie, la Chine, la Turquie et autres, face au bloc occidental, sera un puissant outil pour rééquilibrer les échanges commerciaux sur le plan mondial. Oui, moi ce que je dis aussi en ce qui concerne par exemple le Niger, il faut savoir qu'en 2021, le Niger a exporté des oignons pour une valeur d'environ 12 milliards de francs CFA. Et 70% de ces oignons-là sont exportés au Ghana. Donc je veux dire qu'en même temps que le Ghana aussi, on parle tout à l'heure du Niger et d'autres pays, mais aussi d'autres pays par exemple sont impactés aussi par ces sanctions qui ont été imposées, au Niger. Et la diplomatie joue, même en cas de tension extrême, même en cas de tension extrême, de guerre entre les pays, les liens n'ont jamais été totalement, dissous. Il y a ce qu'on peut appeler la diplomatie de l'ombre qui joue toujours. Je pense que aussi ces facteurs-là ont dû jouer
en faveur de l'assouplissement des mesures vers des pays comme le Niger qui exportent du bétail. Et ce bétail n'alimente pas seulement que le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays côtiers notamment où il y a une forte communauté musulmane qui dépend de ce bétail. Donc il fallait aussi, je vais dire, véritablement baisser la garde. Il fallait aussi faire baisser aussi la tension et puis le poids des sanctions sur ces pays-là. Parce que tout compte fait, ces pays, si on va au-delà, ce sont des pays frères tout de même. Je pense que certaines décisions ont dû être prises peut-être à contre-cœur par certains dirigeants de la CEDEAO parce que effectivement, les organisations internationales, régionales, internationales sont sous influence depuis l'ONU. Jusqu'à toutes les organisations que vous connaissez, l'ONU, l'OTAN, etc., sont des organisations internationales sous-régionales qui sont sous influence des plus puissants. Et la CEDEAO, finalement, n'échappe pas à ce que nous constatons. Nous avons pu constater au cours ça c'est de façon publique. Nous, en intelligence économique, on parle des événements qui sont publics qu'on voit. Le président Macron a dit au cours d'une vidéo qui est disponible sur YouTube qu'il allait enjoindre le président du Ghana de prendre des dispositions, des actions contre certains pays de l'AES. Ça, c'est très clair, ça c'est tout sur YouTube. Il l'a dit de façon publique. Donc cela montre véritablement que, le degré de dépendance de ces organisations sous-régionales africaines qui sont sous influence, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, bien au-delà de l'Union européenne, sous influence américaine, l'OTAN, etc. Donc vous voyez que c'est comme ça que se dessinent les relations internationales. Ce sont les plus faibles qui écrasent les plus forts qui écrasent les plus faibles. Alors, messieurs, on tend vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez le Niger? Est-ce qu'il y a des améliorations? Le Niger est en train de se redresser, se mettre en place? Ou bien on est encore dans ces difficultés liées aux sanctions? Moi, je pense que le Niger est un pays qui est en train de se restructurer. Parce que le Niger a vécu 7 mois sous embargo, je veux dire économique et financier, 7 mois de fermeture de frontières. Cela a nécessairement impacté les échanges économiques. Et dans cette dynamique, le Niger a dû certainement trouver des stratégies de résilience. Donc, sur la base de la réouverture de ces frontières, ces stratégies de résilience qui ont été déployées durant la période, je dirais, difficile, seront-elles poursuivies, seront-elles pérennes ou d'autres stratégies vont être mises en place dans le cadre de la continuité des rapports avec les autres États, comme je l'ai dit. Mais c'est ce que j'avais dit précédemment. La suite de cette problématique, c'est la fonction de la définition des objectifs clairs de l'AES. Et puis n'oubliez pas que la question de la monnaie qui est pendante, la question de l'éco. Donc nous sommes dans un schéma assez complexe parce qu'on a l'AES qui est en train de se mettre, qui est sur orbite, qui est en train de se structurer, qui est en train de s'organiser. Il y a le problème du franc CFA qui fait encore pignon sur rue. Il y a aussi la question même de la crédibilité de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO est une organisation qui est décriée du fait de, je dirais, son impartialité, de sa partialité du moins. Donc, toutes ces problématiques mises ensemble méritent d'être scrutées avec beaucoup plus de minutie, ce qui permettra de déterminer l'avenir du Niger dans la suite des temps. L'avenir du Niger, c'est un peu sur cette question qu'on va terminer, c'est avec vous qu'on va terminer. Moi, ma question qui est un peu, je ne sais pas comment trop la présenter, mais est-ce que le fait que le Niger ouvre ainsi ses frontières, est-ce que quelque part ça ne marque pas une certaine faiblesse, une défaillance même au niveau de l'AES? Non, je pense qu'il n'y a pas forcément une défaillance. C'est vrai, il faut reconnaître une chose, c'est que le Niger est un pays enclavé. Ça, et lorsqu'on a un pays enclavé, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés et les choses ne sont pas toujours faciles. Mais en même temps, il faut reconnaître que les sanctions aussi sont un peu comme un boomerang, peut avoir un effet boomerang, c'est-à-dire que les sanctions peuvent en même temps avoir des effets négatifs sur les personnes qui imposent ces sanctions et les personnes et les pays à qui ces sanctions sont imposées. Donc dans le cas du Niger, je pense que il y a des menaces. Il y a des menaces. Et je pense que dans les relations internationales aujourd'hui, le Niger et les pays de l'Itako-Gourma se retrouvent, je veux dire, à la tête des richesses qui sont convoitées par des très grandes puissances aujourd'hui. Et ces grandes puissances-là ont pris l'habitude, en tout cas, de prendre ces matières premières-là sans payer grand-chose aujourd'hui. Est-ce qu'elles vont se contenter d'observer le spectacle et attendre? Quand on sait que, quand on regarde l'histoire, on voit que ce sont des pays qui ont véritablement, si on peut dire de façon simple aussi, plus d'un tour dans leur sac. Et donc, je veux dire que ça demande beaucoup
ça va demander vraiment beaucoup de vigilance au niveau de ces pays-là, parce que l'indépendance, elle a toujours un coût. Et c'est ce que il faut pouvoir en tenir compte. Beaucoup d'organisations internationales aujourd'hui, notamment la Banque mondiale, etc., prévoient une embellie économique pour des pays comme le Niger, considérés jadis comme étant les pays les plus pauvres au monde. Donc je pense que cette autonomie vers laquelle les pays africains d'Afrique de l'Ouest sont en train d'aller. Nous avons vu le cas qui s'est passé tout récemment au Sénégal, on n'en parle pas assez, mais je pense que cela s'inscrit dans une dynamique d'évolution au niveau des pays africains. Et je pense que le Niger, évidemment, est sur une route ascendante sur laquelle le Niger n'est pas très sûr de faire une marche arrière. Redynamisation en tout cas des relations, réouverture des frontières Niger-Nigeria et progressivement avec d'autres pays, normalisation des relations. Messieurs, en tout cas, merci pour vos analyses et vos contributions. Nous parlions du Niger et de la réouverture de ses frontières avec ses pays frontaliers. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programmes sur nos antennes.